Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Donc, je m'appelle Martin Riosec-Fournier, je suis le coordinateur du Conseil national de la Nouvelle Résistance et très heureux d'être présent pour cette table ronde sur le thème de l'urgence sociale avec Vanessa Merle, qui est donc membre du conseil du CNNR, militante de Poitiers, et Samuel Churin, qui est donc membre du conseil et aussi porte-parole de la coordination des intermittents et des précaires. Fatima Wassak devait être avec nous. Elle n'a pas pu, mais elle a néanmoins écrit un texte qui sera lu par Chloé tout à l'heure. Donc merci d'être là. Chloé, je te laisse venir pour lire le texte de Fatima Wassak. Fatima Wassak qui vient d'écrire un livre, et un livre qui l'occupe beaucoup. Et donc, elle est avec nous dans le cœur et tu vas nous lire son texte. C'est ça. Alors, je t'emprunte ça. Merci. Voilà ce que m'a envoyé Fatima tout à l'heure, qui est finalement en Belgique et qui ne peut pas être avec nous. Alors, voilà son texte. Bonsoir à toutes et tous. J'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui, être ensemble, parler politique, faire de la politique. Pour ne pas nous isoler les uns les autres, ne pas nous enfermer dans un sentiment d'impuissance, ni nous résigner face à l'État Macron, libéral, autoritaire, réactionnaire, et à la montée en puissance de l'extrême droite. Faire de la politique, ne pas laisser l'espace politique et médiatique à ces deux seules voix que sont Macron et Le Pen. Occuper cet espace, le braquer s'il le faut, avec nos enjeux, notre voix. Il n'est plus question aujourd'hui de parler de convergence ou d'alliance des luttes. Il faut travailler à rallier les gens honnêtes à une offre politique simple et accessible, qui est évidente pour nous. Égalité, justice, dignité. Il faut travailler à proposer un endroit où nous rallier. Et cet endroit, c'est le Conseil national de la Nouvelle Résistance. C'est de notre responsabilité d'y travailler, car d'où je parle, l'heure est grave, comme on dit, mais très grave. Non seulement la classe populaire, ouvrière, racisée est opprimée, entassée dans des quartiers dédiés, broyés par un quotidien et un sous-marché du travail, mais en plus des enfants sont détruits psychiquement, des écoles publiques sont démantelées et produisent de plus en plus d'inégalités. Macron, comme ses prédécesseurs avant lui, se sert de l'extrême droite pour diviser cette classe populaire et une partie de la classe moyenne, nous diviser notamment sur la question raciale. Macron connaît très bien la gauche. Il sait que la gauche en France n'est pas au clair sur la question du racisme structurel qui fait pourtant partie de la question sociale. C'est l'une des oppressions que l'on subit dans les quartiers. Donc oui, il faut résister. Il faut lutter contre cette tentative de nous diviser, nous qui voulons pourtant toutes et tous la même chose. Mettre hors d'état de nuire le système d'oppression qui bousille nos enfants, tue leurs espoirs, réduit leur champ des possibles, détruit leur volonté d'un monde plus juste. Pour cela, il ne faut pas regarder ailleurs quand nos enfants, dans les quartiers populaires, se retrouvent littéralement en danger. Quand il serait soi-disant justifié qu'ils meurent sous le poids de 3 gendarmes parce qu'on les soupçonne d'un vol de mobylettes. Ne pas regarder ailleurs quand nos enfants sont orientés quasi exclusivement vers ce sous-marché du travail qui leur cassera le dos et la santé mentale. Nous, on a déjà accepté ce monde répugnant, violent, totalement hiérarchisé, selon la classe, le genre et la race des individus. Refusons-le pour nos enfants. Construisons pour elles et eux un monde plus juste, plus égalitaire, plus respirable, même si cela pourrait leur coûter en confort ou en privilège. Ils et elles gagneront en dignité, en solidarité, en humanité. Le bonheur de respirer un air plus sain dans un monde plus juste. Merci, Fatima Wassak. Merci. Donc voilà, il y a une émotion qui monte pour les propos de Fatima, que je remercie immensément. Et me vient à l'esprit qu'on pourrait tout à fait, avec son accord, je pense aussi, publier son texte pour les personnes qui éventuellement ne sont pas à nous écouter. En tout cas, une grande émotion d'écouter Fatima. Et je vais donner la parole à Vanessa qui en fait va parler, en tout cas c'est une invitation en tant que eh bien, grande activiste de terrain
Et par rapport à la question sociale au sens large, à l'urgence sociale, hein, il faut quand même rappeler que donc depuis un an, il y a 1 million de Français qui ont basculé dans la pauvreté. Il y avait déjà 9 millions de Français. Et donc, comment à Poitiers, tu t'impliques? Pourquoi tu t'impliques? Comment tu perçois cette crise sociale? Et à ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu as rejoint le CNNR? Donc, merci d'être là en tout cas, Vanessa. Et voilà, viens nous partager ce qui t'habite. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, ça sera forcément plus un témoignage. Voilà, j'ai pas de plaidoyer en soi. En fait, je vais plutôt parler de ce qui nous anime tous, parce que on a tous vécu ça, plus ou moins. Mais toutes les injustices sociales dont on parle, on les vit au quotidien et on les vit depuis des années, et c'est de pire en pire. Ça joue vraiment sur plein de parties de nos vies. On se retrouve au chômage, et là, on est fliqué au chômage. Et voilà, il y a des gens qui voudraient changer de métier parce qu'ils n'en peuvent plus dans leur métier, parce qu'on n'en peut plus. Enfin, il y a des burn-out impossibles. Et là, on leur dit « Oh ben non, il y a quand même du boulot là-dedans, restez donc là-dedans », jusqu'à ce qu'ils pètent un câble. On a vraiment tous vécu ça plus ou moins. Je pense que franchement, on est très nombreux, on est de plus en plus nombreux. On n'a pas du tout envie de ça pour nos enfants, non plus. C'est de pire en pire, sincèrement. En plus, si on voit non seulement les injustices sociales, mais tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, enfin, ça fait vraiment un tout. Pour moi, on est vraiment à une charnière dans l'histoire. Soit on se bouge maintenant, soit on va dans le mur. Voilà. C'est pour ça. Alors, ça fait longtemps que je milite dans plein de choses, parce que l'injustice me révolte toujours. Je pense que je suis née avec une révolte contre l'injustice, en gros. Mais je me suis aperçue aussi, et ça c'est le confinement, et je pense qu'il y a plein de gens qui pendant le confinement ont eu le temps d'avoir un retour sur eux-mêmes, qu'ils l'aient bien vécu ou qu'ils l'aient mal vécu. Voilà, il y a plein de manières d'avoir vécu ce confinement. On a fait des cercles de parole à Poitiers pour parler de ça, et on a vraiment eu des retours qui sont très différents les uns des autres. Mais il y a une chose qui est sortie vraiment de tout le monde. Le point commun, c'est on a un problème systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème sur un point, c'est un problème global. Un problème global sur comment on vit, comment est-ce qu'on voit les choses, sur comment on nous impose les choses, parce qu'on nous impose énormément de choses. On a beau aller voter, enfin voilà, on a tous des retours de déception, mais qu'est-ce, enfin, j'ai voté pour ce mec-là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Enfin, franchement, c'est pas possible. Voilà, on va dans la rue, on n'est pas écouté. Il y a quand même les gilets jaunes qui sont restés 2 ans sur des ronds-points pour rien, quoi. Enfin, c'est pas anodin, c'est pas... Voilà. Et donc le point commun qui est sorti de ces cercles de parole, c'est il faut changer le monde. Voilà, il faut changer le monde dans lequel on vit. Alors, vu que on a essayé de faire confiance à d'autres en donnant des mandats, ça n'a pas marché, ben peut-être qu'il faut que nous, on entre en action, vraiment. Donc l'idée, quand le CNNR, l'appel du CNNR est arrivé, voilà, le 27 mai, je l'ai lu le 27 mai, et ça m'a beaucoup parlé. Et donc j'ai organisé un pique-nique, il y a plein de gens qui sont venus, on a pu beaucoup échanger, on a monté un comité local, et je me suis impliquée aussi au niveau national, parce que pour moi, c'est une manière de reprendre en main, en fait, ma vie et la vie de mes enfants, voilà, de leur offrir autre chose, et pas attendre qu'il y ait un truc qui descende en disant écoute, pour ton bien, il faut faire ça, ça, ça et ça. Parce que ça, on a bien vu, ça ne marche pas. Donc moi, je veux écrire ce qui va me faire du bien à moi, et je veux qu'on l'applique. Je veux que ce soit fait. Voilà. Et je pense que je vais me donner les moyens de le faire. Dans cette période charnière, on le fait maintenant ou on disparaît, sincèrement. Il n'y a plus rien. C'est que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau social, ils sont en train de tout détruire. Au niveau social, on n'aura plus rien non plus, il ne faut pas rêver, quoi. Et ils vont profiter de tous ces tournants pour nous écraser de plus en plus comme ils le font en utilisant les outils qu'ils auront sous la main, et vraiment le gouvernement en général et les grandes entreprises et le système libéral, parce que voilà, le système patriarcal libéral, c'est très bien faire ça. Donc si on se met tous ensemble, qu'on rejoint toutes nos luttes, parce que nous sommes nombreux et nous avons beaucoup plus de points communs
que de points de divergence. Mettons nos points de divergence de côté pour l'instant. On en parlera plus tard, mais avec le socle commun qu'on a, enfin, franchement, pour moi, c'est une note d'espoir de pouvoir mettre ce socle commun de valeurs en avant, de travailler pour qu'on ait un système social avec des valeurs qui nous parlent, en fait. Voilà. Et imposer ce système de valeurs à des gens qui, de toute façon, des valeurs, ils n'en ont plus. Voilà, ils n'ont plus de morale depuis longtemps. Merci. Voilà, c'était un peu mon histoire, en fait, pourquoi je suis là. Merci beaucoup, Vanessa, d'être là. Donc, sur la nécessité de l'union des forces, je vais donner la parole à Samuel Churin, qui connaît bien la question sociale, la question de la précarité, à la fois au niveau du constat, des dysfonctionnements, mais aussi des solutions auxquelles tu réfléchis avec d'autres depuis longtemps. Donc, merci d'être là, Samuel. Et donc, pourquoi toi aussi, tu as répondu présent à la proposition du nouveau CNR et donc, comment tu perçois cette crise et cette situation d'urgence sociale? Ouais, je vous propose de dresser un constat absolument partagé, je crois, par tout le monde, d'essayer de pointer le pourquoi, parce que si on ne pointe pas le pourquoi, bien sûr, le problème c'est le néolibéralisme, mais je pense qu'il faut pointer plus précisément le pourquoi, parce que c'est mieux quand on connaît l'ennemi. Et puis ensuite, effectivement, ne pas en rester à être contre, mais à donner des solutions, des perspectives, et dire en quoi, effectivement, je dirais, surtout sur la fin, pour faire la transition avec l'autre table ronde qui va avoir lieu sur l'écologie, je dirais en quoi le CNNR est essentiel, important et fondamental, et m'a ouvert, moi, des pistes depuis quelques mois que je n'imaginais même pas. Mais je voudrais commencer par un texte qui a été écrit il y a 100 ans par Virginia Woolf, Une chambre à soi, et vous allez voir que 100 ans après, on en est au même point. Donc c'est un extrait d'une chambre à soi. Je pense aussi que vous pouvez me reprocher d'avoir fait la part trop grande aux choses matérielles. Ce sont des faits terribles, mais regardons-les en face. Il est certain, bien que ce soit déshonorant pour nous comme nation, que par suite de quelques défauts dans notre communauté, le poète pauvre n'a pas de nos jours et n'a pas eu depuis 200 ans la moindre chance de réussite. Un enfant pauvre en Angleterre n'a guère plus d'espoir que d'en avait le fils d'un esclave à Athènes, de parvenir à une émancipation qui lui permette de connaître cette liberté intellectuelle qui est à l'origine des grandes œuvres. C'est cela même. La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Alors, on en est là. Le constat, c'est quoi? Le constat, on le lit partout, c'est qu'actuellement, il y a 9 millions et demi de pauvres, on dit même 9,8 millions de pauvres en France, et on prévoit, avec la Covid, 1 million de pauvres supplémentaires. Donc au risque de passer les 10 millions et demi de pauvres en France, ce qui serait absolument historique. Là, je rejoins Vanessa, c'est absolument révoltant. On se demandait comment on en est arrivé là. Et puis, on a un autre constat, c'est que on a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Donc, seuls 4 chômeurs sur 10 en France sont indemnisés. Quand je dis 4 chômeurs sur 10, ce sont les chômeurs inscrits à Pôle emploi. Hein? Ça veut dire que le clochard que vous voyez, lui, il n'est pas inscrit à Pôle emploi. Il fait partie des gens dont on ne parle pas dans les statistiques. 4 chômeurs sur 10, seuls 4 chômeurs sur 10. Alors, je vais souvent faire un parallèle avec la sécurité sociale, imaginée par Croizat, suite au Conseil national de la résistance de l'après-guerre. Mais imaginez un peu la folie que ce serait si simplement 4 malades sur 10 étaient couverts par la sécurité sociale. Imaginez 4 malades sur 10 uniquement couverts par la sécurité sociale. Eh bien, on en est là, et c'est une des premières, évidemment, causes de la pauvreté. 4 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Et on peut dire effectivement que la crise de la Covid, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque c'est féminin, la crise de la Covid fera beaucoup plus de morts sociales que de morts sanitaires.
Et puis il y a une particularité, c'est que la Covid touche indifféremment les riches et les pauvres, alors que la crise sanitaire, la crise sociale ne touchera que les pauvres. Bien. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, on en est arrivé là parce que on est dans un mythe. Dans un mythe qui n'est jamais interrogé, qui est un mythe qui est certainement plus grand que le feu d'artifice du 14 juillet, plus grand que Noël, plus grand que tout. C'est le mythe de l'emploi. Et à travers ce mythe de l'emploi, il y a pire, c'est le mythe, la folie du plein emploi. Alors là, je le dis, je le redis, ça fait 20 ans que je le dis, je le redis, j'ai travaillé avec tous les sociologues, y compris les libéraux, tout ce que vous voulez. Je le répéterai 1000 fois, je le répète 100 fois, le plein emploi n'existe pas et n'a jamais existé. Je répète, le plein emploi n'existe pas et n'a jamais existé. Alors faites attention, dès que vous entendez le mot plein emploi, vous pouvez dire mensonge. Et Dieu sait s'il est prononcé par à peu près toute la classe politique et toute la classe syndicale. Plein emploi, plein emploi. Et ce qui est rigolo, c'est que ces gens-là, ces politiques, prononcent ce mot plein emploi, mais allez interroger n'importe qui dans la rue, croyez-vous au plein emploi, ils vont vous rire au nez, parce qu'ils voient bien que c'est un truc qui est bizarre. Alors pourquoi je dis qu'il n'a jamais existé? Parce qu'on nous fait croire qu'il a existé, parce que disons que on peut dire que jusque dans les années 60, où il y avait le mythe, du moins une fiction de plein emploi. Pourquoi il y a un plein emploi? Parce qu'il y a la moitié de la population qui n'est pas employée, à savoir les femmes. Et là, évidemment, pour comprendre ce dont on parle, c'est qu'il faut faire vraiment la différence entre emploi et travail. C'est-à-dire que, en gros, fut une période où les femmes ont toujours travaillé énormément, mais elles étaient à la maison, à élever les enfants, etc. Donc elles n'étaient pas dans l'emploi. Et seuls, en gros, les hommes étaient dans l'emploi. Il y avait très peu de femmes qui étaient dans l'emploi, ça existait, mais très peu de femmes. Et donc, à partir du moment où les femmes, et heureusement, ont gagné leur émancipation à être dans l'emploi, là, on est évidemment dans un plein d'emploi qui est absolument impossible. Alors, si je fais la différence entre travail et emploi, on est d'accord que, on va dire que emploi, c'est ce qui est sanctionné par une fiche de paye, et que travail, c'est tout le reste. Là, on est en train de travailler, on est là, Adi, pour réfléchir à comment est-ce qu'on va organiser le programme des jours heureux, comment est-ce qu'on va organiser ça, comment est-ce qu'on va donner du lien avec les comités locaux, les assemblées, etc. On travaille comme des fous depuis 2 jours, il y a des bénévoles, ça fait des mois et des mois qu'on travaille avec le CNNR, et globalement, on est tous des travailleurs en dehors de l'emploi. D'accord ? Et si moi je peux faire ça, par exemple, je témoigne, je suis intermittent du spectacle, si je peux faire ça, c'est parce que, effectivement, j'ai une assurance chômage qui me permet d'être couvert jusqu'au 31 août 2021, et donc je peux me permettre de travailler hors emploi, hors de cœur de mon emploi, qui est l'emploi de comédien. Alors, ça donne quoi, ces politiques de l'emploi? Eh ben, on m'avait demandé, lors de la présidentielle opposant Hollande à Sarkozy, je ne sais plus les dates, c'est 2007, hein, on m'avait demandé, parce que j'avais étudié tous les programmes, et puis j'avais fait une remarque, et donc ça avait donné lieu à un article où je dénonçais le fait que chaque candidat, tous, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avait une baguette magique. Avec une baguette magique pour résoudre ce problème. D'accord ? Donc c'était en gros, moi, président de la République, je vais arriver au plein emploi. Du moins, moi, le président de la République, je réussirai à ce qu'il n'y ait plus de chômage. Et donc, en ce nom-là, on ne s'occupe pas de l'assurance chômage. Mais imaginez encore, je fais le parallèle avec la sécurité sociale. Si je dis, moi, président de la République, j'affirme qu'il n'y aura plus de malades, et donc je peux supprimer la sécurité sociale. Ou du moins, je ne m'en occupe pas. Alors évidemment, les recettes ne sont pas les mêmes, et je ne les confonds pas. Attention, je ne les confonds pas. Alors on avait l'extrême droite, c'est on vire les étrangers, on garde les Français, comme ça tout le monde a un emploi, ok ? Il y avait François Hollande à l'époque, c'était un jeune, un vieux, on les associe, machin, et donc on va résoudre le problème de l'emploi en associant un jeune, un vieux, et donc ça va être résoudre le job des jeunes et le job des seniors. Et puis il y a l'éternel programme de la gauche qui va de interdiction des licenciements, réduction du temps de travail. Voilà. En gros, interdiction des licenciements, réduction du temps de travail. Donc,
on peut dire comme ça que interdiction des licenciements, réduction du temps de travail, ça permettrait au mieux de créer 1 million d'emplois. Allez, au mieux, mais là je suis super positif. Bon, il y a 6,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Quand je discute avec tous ces gens-là, je leur dis, mais alors qu'est-ce que vous faites des 5,5 millions qui restent? Parce qu'au mieux, avec eux, et je ne dis pas que ça ne peut pas être des objectifs complémentaires, mais en tout cas, ça ne peut pas être la solution. C'est impossible, c'est impossible. Parce que déjà, sur l'interdiction des licenciements, franchement, on peut se demander quand même si les entreprises n'ont pas une vie propre, donc n'ont pas une destinée à un moment donné s'arrêter, et à moins de se retrouver comme l'Union soviétique, de tout nationaliser, je ne vois pas tellement comment on pourrait interdire les licenciements. Après, qu'on interdise les licenciements dans un certain cadre, je veux bien, mais dire comme ça, interdiction des licenciements, bref, c'est pas du tout pour être dans la critique précise, mais c'est pour dire que tout ça, c'est des recettes qui évitent de parler en fait de ce qui fâche, de parler de la profondeur du problème. C'est-à-dire qu'on laisse l'emploi en avant comme une absolue nécessité. Et donc, on nie le fait qu'il y a de la souffrance à l'emploi, hein, de la souffrance au travail, souffrance à l'emploi. On nie tout ça parce que l'emploi est obligatoire. Et en ce moment-là, évidemment, on a des gens, prenez un repas de famille, personne ne vous dira qu'il est chômeur. Personne. C'est la honte d'être chômeur ici en France. La honte absolue. Même celui qui est chômeur depuis 4 ans, et s'il a fait un job de menuisier, il vous dira ah ouais, je suis menuisier. Je suis menuisier. Il n'osera pas vous dire qu'il est chômeur. Et de fait, il n'osera pas vous dire qu'il est chômeur parce que dans n'importe quelle usine qui ferme, vous avez des hommes politiques à la sortie qui viennent soutenir les hommes ou les femmes qui vont se retrouver au chômage, d'accord ? Et qui, à ce moment-là, les prennent pour des victimes. Okay, ce sont des victimes. Et lorsqu'ils basculent au chômage, de fait, ces gens-là qui étaient victimes parce que salariés en voie de licenciement deviennent de fait des coupables. Deviennent de fait des coupables parce que ces hommes et ces femmes politiques qui en sont à la sortie des usines, autour des bras zéro pour dire on va vous soutenir, à partir du moment où ces femmes et ces hommes sont au chômage, de fait, ne s'occupant pas d'assurance chômage, ne s'occupant pas de ce qu'ils deviennent, de fait, en font des coupables. Donc on laisse les règles d'assurance chômage, comme tu le disais, faire en sorte que maintenant, on n'a plus le droit de refuser un emploi, on doit accepter le job de merde de 3 heures à 70 km, etc., parce qu'effectivement, on est dans le mythe de l'emploi à tout prix. Alors, c'est quoi le coût, je dirais, de l'emploi à tout prix? Alors, l'emploi à tout prix, c'est délirant. C'est délirant. L'emploi à tout prix, c'est 140 milliards d'euros par an. Si on enlève la part pour l'assurance chômage, on dépense, écoutez bien, mais c'est délirant comme chiffre. On dépense plus de 100 milliards d'euros par an pour l'emploi à tout prix. Plus de 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros par an, qui ne vont pas du tout aux salariés, mais qui vont aux patrons, qui vont aux employeurs. Quitte à ce que les boîtes ferment 2-3 ans après, avec des dividendes qui ont monté, avec des marges qui ont monté. Ce n'est pas du tout pour les salariés, ces 100 milliards d'euros. C'est pour les patrons. Et donc, on arrive à ce délire au nom de l'emploi, eh bien, par exemple, je vais vous prendre 3 exemples absolument aberrants. On donne du pognon à Alstom pour éviter des licenciements, pour construire des TGV qui rouleront sur les rails du sud de la France, qui ne sont pas des TGV, donc qui rouleront comme des TER, qui rouleront à pas plus de 90 km/h, au nom de l'emploi à tout prix, parce qu'Alstom va se casser la gueule. Au nom de l'emploi à tout prix, on ose là faire voter une loi, donc là ça rejoint l'écologie, sur les nicotinoïdes, je ne sais pas si je le dis bien, au nom de l'emploi à tout prix. Pourquoi ? Parce que c'est justifié par le fait qu'il y aurait 45 000 emplois concernés parmi les betteraviers. Donc, au nom de l'emploi à tout prix, pour justifier le fait qu'on va tuer les abeilles, pour justifier le fait que donc le vivant, on nie le vivant, et on sait bien, je ne vais pas donner là un cours sur les abeilles, mais vous connaissez parfaitement les conséquences de tuer les abeilles sur la reproduction des plantes, et des fleurs, etc. Eh bien, il suffit de prononcer le mot emploi, pour qu'on accepte la chose. Ah oui, ça va foutre en l'air 45 000 emplois, donc en ce nom-là, on peut tuer les abeilles, on peut tout détruire. Et puis, je dirais la dernière chose qu'on a tous vécue,
Et je dirais que beaucoup de gens se sont tus. Il y a eu des protestations, mais comme ça. Mais voilà, c'est sous François Hollande, Macron à la baguette, qui ose faire le CICE, qui est un des plus grands hold-up de l'histoire. Parce que imaginez que le CICE, c'est simplement qu'on a fait les poches de tout le monde, y compris de celui qui touche le RSA, puisque via la TVA, on lui a fait les poches, parce que lui aussi paye de l'impôt via la TVA. On lui a fait les poches pour donner de l'argent, non pas du tout aux salariés, pas du tout, pour donner de l'argent uniquement aux employeurs, aux marges et aux actionnaires, uniquement. Avec un Pierre Gattaz qui osait se balader avec 1 million d'emplois. Et bilan, maintenant, on l'a et il continue, puisque le CICE continue. On a le bilan, il a créé 0 emploi. 0 emploi. Cette petite histoire-là coûte entre 25 et 40 milliards d'euros par an aux contribuables. Aux contribuables. C'est absolument délirant. Et on accepte ça parce que le mot emploi est prononcé. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le mot emploi est le Graal absolu et le mot magique. Et le mot magique pour faire passer toutes les couleuvres. Voilà. Alors, le constat, merci beaucoup Samuel sur cette connaissance du dossier, la précision de ce que tu nous as raconté. Quelle solution t'envisages et vous envisagez au sein de la coordination des intermittents et des précaires, partant du fait que donc il y a ce mythe dont tu parles, il y a ces forces qui essayent de trouver des solutions mais qui ne regardent pas le fond du problème dont tu as parlé. Qu'est-ce que peut faire le CNNR et vous, comment vous voyez les lignes bouger en ce moment parce que la crise s'aggrave? Je t'assure, je vais répondre à ta question dans 3 minutes. Parce que je crois juste avant, il y a une chose qui a abordé pour comprendre pourquoi, enfin vraiment pour aller au bout du pourquoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que se joue une chose extrêmement importante, c'est le lien de subordination. Le lien de subordination, ça paraît un mot compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est le lien qui lie l'employeur au salarié. Et vous comprenez que plus le marché de l'emploi est tendu, plus ce lien de subordination est tendu. Et il faut bien comprendre que enlever des droits aux précaires, enlever des droits aux chômeurs, c'est aussi enlever des droits des gens qui sont dans l'emploi stable. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'emploi stable, en CDI, si autour de l'emploi, c'est l'horreur, c'est-à-dire que si l'assurance chômage n'existe plus, il y a un patron qui vous dit, si tu n'es pas content, on te vire et il y en a 200 qui veulent ta place. Donc des gens, plein de gens, s'accrochent à leur emploi, même pénible, même humiliés, même harcelés. Ils s'accrochent à leur emploi parce qu'ils savent bien qu'à l'extérieur, la précarité, c'est l'horreur. C'est pourquoi le MEDEF et les libéraux tiennent absolument à détruire l'assurance chômage. C'est vraiment très important. Et de fait, hélas, comme le reste des partis politiques traditionnels, et les syndicats ne s'occupent pas vraiment de l'assurance chômage, eh bien de fait, de manière tacite, ils laissent faire cette situation. Et il faut bien comprendre que donc s'attaquer aux précaires, c'est s'attaquer à l'emploi stable, et je dirais même que c'est aussi s'attaquer au salaire. Je vais donner un seul exemple qui m'est propre, mais parce que je pense que c'est toujours bien de partir de l'existant. Je suis donc intermittent du spectacle, et en 2003, il y a eu une grande lutte qui a commencé chez les intermittents parce qu'on nous a baissé nos droits, à savoir qu'on a durci ce qu'on appelle nos critères d'accès, hein, c'est-à-dire qu'avant, on avait 507 heures à faire en 12 mois, et en juin 2003, on nous a dit bah, vous n'aurez plus 12 mois pour les faire, mais vous n'aurez que 10 mois pour les faire. Donc on passe de 507 heures à 12 mois à 507 heures en 10 mois. Et depuis, grâce à la lutte, on est revenu à 507 heures en 12 mois. Mais je parle de 2003. Conséquence de quoi? Pendant 13 ans, eh bien, ce qu'on a vu directement, c'est chute généralisée des salaires. Pourquoi? Parce qu'on a beau avoir des employeurs sympas, qui sont des directeurs de compagnie de théâtre, les producteurs, etc. Ils ont bien compris que là, il y avait un chantage possible. À savoir que si vous avez moins de temps pour faire vos heures, eh bien, de fait, vous acceptez n'importe quoi à n'importe quel prix. Parce que dans l'enjeu de l'emploi qui nous est donné, il y a les heures qui vont avec, qui vont pouvoir nous renouveler. Donc moi, si demain, par exemple, on est revenu à 507 heures en 12 mois, mais si demain on me dit, eh bien, pour renouveler ton intermittence, il faut que tu fasses 507 heures en 24 mois, peut-être qu'il y a des choses que j'accepte maintenant, que je n'accepterai pas, parce que ce ne sont pas des choses qui me plaisent, par exemple. Donc vous voyez bien que à chaque fois que... Et puis il y a des choses, je dirais, bah voilà, je vais être mieux payé pour ça, sinon je ne le fais pas.
Alors que là, effectivement, si j'arrive près de ma date anniversaire, date de renouvellement, je vais être obligé d'accepter le job, même s'il est payé de manière pourrie, pour avoir les heures qui vont avec, pour avoir mon quota d'heures, pour renouveler. Donc tout ça, ce sont des carottes à l'emploi. Vous voyez ? Bon, alors, effectivement, bon, on va passer, comment dire, aux solutions. Bien, la solution, c'est revenir à Ambroise Croizat. La solution, c'est en revenir à Ambroise Croizat, parce que lui, il a proposé un modèle absolument génial pour la sécurité sociale. Tout le monde ne connaît pas forcément Ambroise Croizat. Est-ce que tu peux nous dire qui il était, son parcours aussi peut-être avant le CNR ? Ambroise Croizat était un ouvrier à la CGT, au Parti communiste, et il se trouve pas propulsé, parce qu'il avait beaucoup travaillé ces questions, ministre de Travail, après-guerre, en 1946, sous De Gaulle, et c'est lui à qui on doit la sécurité sociale, dans lequel il y a le régime des retraites. La sécurité sociale, il y a aussi le régime des retraites. Et, eh bien, il applique une chose, et on est en pleine régression, il applique le préambule de la Constitution de 1946, à savoir que, non pas tout le monde doit avoir un emploi, non, pas tout le monde doit avoir un emploi, mais tout le monde doit avoir des moyens de subsistance. Tout le monde doit avoir des revenus. Voilà. Et non pas tout le monde doit avoir un emploi, mais tout le monde, la France doit assurer à tout le monde un revenu. Préambule de la Constitution de 1946. Bien. Alors Croizat fait ce truc génial, il donne des droits attachés à la personne, déconnectés de l'emploi. Je dis bien attachés à la personne, déconnectés de l'emploi. Ce qui fait que là, effectivement, un clochard pourra être soigné du Covid, voilà, mais ce clochard-là ne pourra pas avoir de revenus pour vivre. Voilà. Parce qu'au niveau de l'assurance chômage, il n'a pas des droits attachés à sa personne, détachés de l'emploi. Ce qu'il a pour la santé, il ne l'a pas pour le social. Et donc, tout l'enjeu est là. Les intermittents du spectacle sont les derniers à bénéficier d'une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Car nous avons une reconnaissance spécifique, non pas à cause de la culture, mais une reconnaissance spécifique que nos emplois sont par nature discontinus. Alors déjà, il faudrait reconnaître la discontinuité de plein d'emplois. Actuellement, il y a 2 500 000 personnes qui sont en train de crever, qui ont été totalement oubliées du plan d'urgence de Macron. C'est tous ceux qui n'ont pas touché de chômage partiel. Ce sont les 2 500 000 intermittents de l'emploi, les extras de la restauration, les extras de l'hôtellerie, qui n'ont plus d'assurance chômage et qui basculent au RSA. Et donc, il s'agit évidemment de travailler une assurance salariale inconditionnelle ou alors une assurance chômage inconditionnelle qui fait que les gens peuvent sortir, rentrer de l'emploi et avoir une continuité de revenus quoi qu'ils fassent. Je dis bien quoi qu'ils fassent. De plus, cela reconnaîtrait aussi le travail hors emploi dont on parle. Parce qu'il y a plein de gens qui, franchement, sont plus utiles et s'éclatent plus à faire ce travail hors emploi que le micro-emploi, que faire tous les petits jobs de merde là qu'on leur force à faire. Et puis en plus, ça éviterait, et là je passe à la question suivante par rapport au CNNR et à la question de l'écologie. Évidemment, cette question-là pourrait premièrement rehausser les salaires faibles, hein, parce qu'à partir du moment où on dit on donne un SMIC à tout le monde, eh bien, celui qui travaille pour un SMIC actuellement et qui a un job qui est par nature sous-payé pourrait réclamer plus, d'accord ? Parce que justement, il n'aurait pas cette tension dont je parlais tout à l'heure, le lien de subordination, il n'aurait plus cette tension. Et puis ensuite, la transition écologique dont on parle, ça a un coût, et ça aura un coût social. Là, pour le moment, on a quoi ? Et c'est intéressant ce qui se passe en ce moment. C'est très, très intéressant ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que le CNNR, je pense, est absolument essentiel. Cette réunion des rouges et des verts. C'est essentiel. Ce qui se passe en ce moment, on est en train de se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Un dysfonctionnement majeur. C'est-à-dire que on a des boîtes qui ferment, les boîtes de pneus, là, Goodyear, Dunlop, la dernière c'est comment ça s'appelle, Bridgestone, etc. Voilà. Et donc ce sont des boîtes qui polluent. Et donc on a effectivement la fibre écologiste qui a tendance à se réjouir de la fermeture de ces sociétés. Et en même temps,
On a tous les rouges, là, qui traditionnellement, et c'est normal, eux disent, mais non, il ne faut pas que ça ferme au nom de l'emploi. Hein. À la limite, au nom de l'emploi à tout prix, on ne ferme pas Fessenheim, au nom de l'emploi à tout prix. On ne ferme pas Fessenheim, au nom de l'emploi à tout prix. Ben non. Au nom de l'emploi à tout prix, on ne ferme pas, effectivement. Je vois, par exemple, Extinction Rebellion, qui intervient sur Lafarge, qui intervient pour la fermeture de Lafarge, qui intervient sur l'arrêt de l'aéroport d'Orly. On peut être d'accord avec ça, bien sûr qu'on peut être d'accord avec ça. Mais si on ne se pose pas la question des conséquences sociales, alors on ne se pose pas la vraie question. Parce qu'il n'y aura jamais d'adhésion avec ça. Il n'y aura jamais d'adhésion à dire de la part des, de la part des salariés eux-mêmes, et puis de la part de ce que j'appelle les rouges, ou même l'ensemble des partis, de dire, ah bah oui, au nom de l'écologie, on va sacrifier je ne sais pas combien de familles, je sais pas, ils n'auront plus de salaire, ils n'ont plus rien. Donc, évidemment, ça c'est très intéressant, parce que ça doit se penser. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir des écolos d'un côté qui disent le bateau est trop gros, on vous met à l'eau, et pas voir comment et ne pas parler des bouées, ou ne pas construire d'autres bateaux pour que ces gens-là, en dehors de l'emploi, on les laisse comme ça, on s'en occupe pas. Et donc là, il y a vraiment une carte à jouer. La carte à jouer, elle est essentielle. C'est que les uns aillent vers les autres. C'est-à-dire que je pense que la transition écologique est absolument antinomique avec l'emploi à tout prix. Et je pense que si jamais on continue dans cette politique d'emploi à tout prix, alors soit la transition écologique ne se fera pas, soit elle sera très lente, soit elle sera accompagnée d'un massacre social. À savoir que pendant que toutes ces boîtes ferment et en attendant que ces gens se reconvertissent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, je finirai simplement par une petite chose, c'est qu'effectivement, je vois poindre chez certains écologistes des propositions de faire une sorte de salaire pour la transition écologique, mais là, je dis attention à la morale. Il ne doit pas y avoir de transition que pour ceux qui veulent faire la transition écologique. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un déméniste qui demain veuille devenir prof de maths, il ne serait pas dans la transition écologique, n'ait pas lui aussi droit de sortir de son emploi pour faire autre chose. Donc, il faut faire très attention à la morale, parce que quand on rentre dans l'aspect moral, et c'est pour ça que je reviens à Croizat, des droits, rien que des droits, quand on rentre dans l'aspect moral, on se trompe. Parce que comprenez bien que ce n'est pas parce que des gens vont bosser dans la transition écologique ou dans des emplois qui ne seront pas polluants qu'ils ne pourront pas subir les humiliations d'un chef lamentable. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça que ce sera des emplois vertueux. Et donc, il faut aussi, ce n'est pas parce que vous bossez dans une COP, comme à Marseille, à la COP-TI, par exemple, qui a été tenue par Unilever. Donc, on peut se réjouir que des salariés... Mais qui dit que ces salariés, ils continuent de faire du thé parce que c'est la production qui l'exige, mais qui dit que ces salariés sont heureux de continuer de faire du thé? C'est pas parce que, de manière morale, c'est pas parce que vous êtes dans une boîte qui est acceptée par tous les écolos, par toute cette bien-pensance-là, entre guillemets, je mets des guillemets, que l'emploi n'est pas vécu comme une humiliation. Et je dirais qu'il n'y a pas de plus grande subordination que le chantage à l'emploi. Et donc, pour casser ce chantage à l'emploi, il faut absolument penser, je le répète, un système de droits attachés à la personne, déconnecté de l'emploi. En gros, d'un salaire à vie, mais nous, à la coordination, on propose une assurance chômage inconditionnelle ou de remplacer l'assurance chômage par une assurance salariale inconditionnelle. Et du pognon, il y en a, encore une fois, je vous ai dit, 100 milliards d'euros réservés pour les patrons. Si on les donne aux salariés, je vous assure que ça va dégager des salaires et non pas des emplois fictifs ou des emplois qui n'existent pas ou des marges qui sont réservées aux dividendes et aux actionnaires. Pardon. Alors, merci beaucoup Samuel pour toute ton expression et connaissance de ce dossier. À 45, donc 18h45, les personnes qui souhaitent poser des questions le pourront. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu sais où des gens qui nous écouteraient pourraient trouver plus d'informations sur ce sujet dont tu viens de parler? Que de l'argent, il y en a. Pour l'instant, il est fléché pour des entreprises qui bénéficient de cadeaux et donc ça ne profite pas à la population dans son ensemble.
Est-ce que sur le site de la coordination des intermittents et des précaires, il y a des dossiers? Est-ce que toi, tu as écrit des articles qu'on peut lire ou il y a des contenus qui permettraient aux gens d'aller plus loin? Oui, il y a des dossiers sur le site de la coordination, mais il y a des dossiers aussi sur US Salariat, toute la bande à Bernard Friot. Il y a effectivement, je pense que pour répondre précisément à ta question, je pense que aussi il va falloir qu'on fasse un travail au CNNR de bibliographie et d'apporter des documents. Et puis aussi s'entourer avec des économistes qui pourront avoir des réponses précises à toutes les questions posées. Mais sachez que, encore une fois, c'est réellement de la volonté politique. Ce que je raconte, c'est pas des histoires d'utopie. On fait le pari de l'emploi à tout prix, on laisse 10 millions de personnes crever de faim. C'est un pari politique. Voilà, c'est un pari politique. On peut très bien, encore une fois, quand Croizat pense la sécurité sociale et la retraite par répartition, il est beaucoup plus loin du modèle social que nous on l'est, bizarrement. Il est encore plus loin, c'est-à-dire que lui, il crée vraiment un truc qui est complètement dingue. Je ne sais pas ce que serait l'équivalent, c'est-à-dire que l'écart entre là où est la France à l'époque et là où il arrive est beaucoup plus grand que tout de suite là d'imaginer une continuité de revenus pour tous. Hein, beaucoup plus large, beaucoup plus large. C'est sans commune mesure, sans commune mesure. Quand je t'écoute, peut-être c'est intéressant de partager aux gens qui nous écoutent qu'on a la chance, donc on est à Die, un séminaire avec uniquement 20 personnes qui se réunissent de 11 organisations pour préparer un plan d'action à 1 an qui part des territoires. Et donc il y a un responsable de l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui qui a connu Raymond Aubrac et Stéphane Hessel. Et il nous disait qu'au niveau de la vitesse de mise en place par Ambroise Croizat de la sécurité sociale, ça a été fait avec une vitesse fulgurante. En 6 à 9 mois, dans les quartiers, les hameaux, les villages, les villes, des comités se sont créés. Et c'est parce que la population s'est saisie de ces sujets-là, s'est organisée, qu'il y a eu une vitesse de mise en œuvre absolument extraordinaire. Et donc, en fait, ça c'est bien de le rappeler, c'est qu'Ambroise Croizat, c'était à la fois un génie. Il faut aussi rappeler que quand il est décédé, Paris n'a jamais connu autant de monde pour une cérémonie en son image. Hein. Je crois que Paris, la dernière fois qu'il y avait eu autant de centaines de milliers de personnes pour rendre hommage à quelqu'un, c'était pour Victor Hugo. C'est aussi important de rappeler qu'Ambroise Croizat, on n'apprend pas sa vie dans les manuels scolaires, ou très peu, et que c'est pas pour rien qu'on l'apprend pas. Et là, c'est aussi l'occasion peut-être de remercier Gilles Perret, qui avec son film La Sociale a permis de raconter la vraie histoire de la sécurité sociale et d'Ambroise Croizat. Il y a d'ailleurs une pastille intéressante où on va à l'École nationale de la sécurité sociale. Ambroise Croizat n'est même pas cité dans le corpus et sur le bâtiment. Et François Rebsamen, ministre du Travail de l'époque, ne le connaît même pas. François Rebsamen, ministre du Travail de François Hollande, hein, ne connaît même pas Ambroise Croizat. Il n'en a pas entendu parler. Voilà, donc on va laisser peut-être la parole aux personnes qui ont des questions pour nous. Moi, ce que je voudrais partager là, c'est à quel point il y avait une concordance de volonté entre des citoyens sur les territoires pour mettre en œuvre une volonté qui est aussi présente dans un gouvernement. Et c'est parce qu'il y a eu cette adéquation entre de l'audace d'un ministre et de l'audace de citoyens que les choses se sont faites. Et donc, en fait, c'est un héritage aussi dont on bénéficie et que nous, au sein du CNNR et avec maintenant 10 organisations, on veut mettre en œuvre. Donc Chloé me fait un signe et on va donner la parole aux personnes qui nous posent des questions. Alors, j'ai relevé les questions qui... Pardon, je vais me mettre dans le champ. J'ai relevé, du coup, il y en a 5 des questions pour vous qui ont été posées sur le live Facebook. Tout d'abord, il y a des personnes qui nous ont demandé notre avis sur le revenu universel d'existence, puis sur la sécurité sociale alimentaire. C'est deux notions qui sont revenues. On a aussi eu la question sur pourquoi la rentrée sociale n'a pas eu lieu, comme on l'avait tous et toutes imaginé suite au confinement et à tous ces mécontentements. Sur le financement de l'assurance chômage, comment on finance, en fait, bon, ça a été abordé en partie, mais voilà. Et enfin, question un peu plus polémique, peut-on rester dans la légalité pour revendiquer tous ces droits ou est-ce qu'on a perdu d'avance? Voilà, et merci à vous pour vos questions.
Merci Chloé. Donc 5 questions. Peut-être si tu peux nous laisser ton cahier pour qu'on on les ait bien à l'esprit. On va en traiter une à la fois. Et on va commencer sur la question de la sécurité sociale alimentaire. Je vais laisser la parole donc soit à Vanessa si elle veut commencer. Et puis ça va être assez fluide. Ils vont l'un et l'autre prendre la parole. Alors, à toi. Une sécurité sociale alimentaire, c'est comme une sécurité sociale en général, enfin, ou une sécurité de l'emploi. Je veux dire, on ne peut pas séparer tant les choses que ça. Pour moi, c'est vraiment un système de société complet qu'il faut remettre en cause et qu'il faut réinventer de façon à ce que personne ne meure de faim, que personne ne puisse être soigné ou que personne soit isolé, en fait. Il faut repenser, à mon avis, une société sur l'entraide et la redistribution. Voilà, il faut laisser personne sur le carreau, qu'il soit, même si, enfin voilà, on a l'habitude de dire oui, mais c'est des inadaptés, mais on s'en fout qu'ils soient inadaptés. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, on s'en fiche qu'ils soient pas comme nous. La société, on est là ensemble pour vivre ensemble avec nos différences. Et donc, pour moi, c'est pas forcément une question en soi, c'est vraiment une question de globalité, de comment on pense la société, de comment on pense la vie l'un avec l'autre, en fait. Voilà, moi, c'est plutôt là-dessus. Donc, une sécurité alimentaire, ça me semble une évidence, en fait. Merci. Samuel, si tu veux rebondir. Je n'aurais pas exactement la même réponse, mais non, mais c'est normal, on est là pour ça. Je pense que effectivement, tout ce que j'ai raconté, je sais que c'est compliqué à intégrer parce que effectivement, ces questions-là montrent que les gens pensent que ce sera impossible. Donc, ce que je veux dire, c'est que la sécurité sociale alimentaire, c'est encore des petites rustines. C'est encore comme des primes. Si je vous dis demain, tout le monde peut avoir un salaire, on balaye la sécurité sociale alimentaire. Si tout le monde peut avoir un salaire, alors on ne parle plus de sécurité sociale alimentaire, c'est clair. Et pourquoi il y a une différence entre salaire ou assurance salariale et revenu universel? Déjà parce que, franchement, le revenu universel, qui dit universel, il y a tout le monde. Voilà, donner un revenu à Bolloré, je ne comprends pas bien le truc. Et puis, il y a une grosse différence quand même au niveau de la dialectique, c'est entre revenu et salaire. Voilà. Moi, je pense vraiment beaucoup plus pour le salaire, parce que qui dit salaire dit cotisation. Mais revenu, c'est la prime Macron pour les gilets jaunes, on vous file 100 balles. Ou bien sûr, ça peut être 800 balles, 900 euros. Je ne dis pas que ça ne résoudra pas les problèmes. Mais c'est important de rester dans le salaire. C'est important de rester dans le salariat, de rester dans la présomption de salariat, de rester dans la cotisation. Il n'y a pas plus protecteur que le salariat. Il n'y a pas plus protégé que le statut de salarié en France. Il n'y a pas plus protégé. Et bien sûr que les libéraux veulent faire en sorte que tous les gens deviennent auto-entrepreneurs et se fassent leur propre couverture sociale. Donc restons dans le salariat. Et pour ça, pensons un système, comme Croizat l'a pensé, qui soit un système participatif où on reste dans le salariat. C'est très, très, très important. Donc moi, personnellement, je balaye ces choses de revenus universels, de trucs alimentaires. Je dis, voilà, des droits, rien que des droits, pas de la morale, des droits, rien que des droits. Voilà. Merci. Donc on a la chance là, autour de cette table ronde avec donc Vanessa Merle et Samuel Churin, d'avoir des personnes qui ont eu des expériences de ne pas toujours être dans la légalité pour faire avancer leur sujet. Il faut savoir aussi que dans le week-end tel qu'il était prévu du rassemblement Miladi, notre intention était de former à 4 piliers: la désobéissance civile, la facilitation, la communication et les outils numériques éthiques. Donc nous, au sein du CNNR, on assume le fait que la désobéissance, nous sommes un moyen utile pour faire bouger les lignes. Par rapport à la question donc d'une sécurité sociale plus large, d'un salaire qui soit donc inconditionnel et rattaché à la personne et pas détaché de l'emploi. Est-ce que tu peux peut-être, Samuel, nous raconter quelques expériences de victoire que tu as eues ou à l'avenir, quelle stratégie tu vois pour obtenir des victoires sur ce sujet? Très rapidement, il n'y aura pas de victoire sans action. En tout cas, à la coordination, nous avons eu des grandes victoires politiques qu'après les actions. Je prends très vite, vraiment très vite. Juin 2003, grosse crise. Annulation du Festival d'Avignon suite à 3 jours de grève. Il y a des compagnies qui se trouvent complètement exsangues parce qu'elles ont tout perdu. Et on se retrouve en octobre 2003 et on est plusieurs à se dire mais on ne va pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Elles n'ont pas fait ça pour rien. Et donc là, on décide de faire des actions.
Et les actions, nous, évidemment, c'est la télévision. Donc on fait 2 choses. On bloque la Starac en direct. Et à la place, il passe un épisode de Julie Lescaut, mais qui ne va pas au bout parce qu'ils ont repris l'émission. Donc la blague, c'était on n'a pas eu la fin de Julie Lescaut, c'était la blague. Et puis, 3 jours après, on prend la place de David Pujadas au journal de France 2. On prend sa place. Et il nous la laisse. Il nous la laisse pendant 2 minutes. Journal de 20h de France 2, hein, on prend sa place. C'est-à-dire qu'on intervient dans le studio, on a 80, on prend sa place et on donne notre message. Et suite à ça, il y a Noël Mamère qui me contacte et qui dit moi, votre truc, ça m'intéresse et on va faire un comité de suivi à l'Assemblée nationale. Et on fait un comité de suivi sur l'assurance chômage des intermittents du spectacle. Hélas, uniquement des intermittents du spectacle. Je dis hélas parce qu'on n'a pas pu faire un comité de suivi sur l'assurance chômage en général. Et là, c'était très intéressant parce que c'était les premiers concernés. Donc, il y avait la CGT, mais sinon, c'était tous les premiers concernés. Hein, les coordinations, la société réalisateur de films, voilà, tous les premiers concernés avec des députés et sénateurs de tous bords. Voilà. Et là, on a construit des contre-propositions qui ont été adoptées dès 2004, de manière provisoire. Hein. On a eu une première victoire. C'est-à-dire que, voilà. Et puis, effectivement, on a eu de cesse de faire des actions de désobéissance, d'occuper des opéras, d'occuper des théâtres, d'occuper des ministères. Et donc, on était le poil à gratter. Et dès que les politiques entendaient intermittents, il suffisait qu'on soit 2 pour qu'ils aient peur. Deux, on était une armée. Voilà. Donc, effectivement, on n'obtiendra rien sans action. C'est absolument certain. Et donc, en fait, on peut être très confiant au sein du CNLR sur les prochaines victoires parce que vous êtes là. Oui, on peut être confiant parce que j'espère qu'on sera des milliers, qu'on sera des millions. Non, on peut être confiant parce que j'espère qu'on sera des millions. Mais apparemment, en t'écoutant, là, vous avez quand même accès à des leviers qui sont des leviers de fragilité du pouvoir. On voit bien que Macron, à la question de l'image, son accès aux médias, il y a 1 an et demi avant son élection, il était peu connu. Un certain nombre de ses amis ont des médias importants. Il y a eu une création d'opérations marketing, etc., qui l'a fait connaître à un grand nombre de Français. Il a été élu. Et avec d'autres, on a participé à décrocher les portraits de Macron dans les mairies. Et comme son image est un sujet tellement sensible, il a poussé les mairies et même des procureurs à être proactifs pour porter plainte tellement le sujet de son image est fragile. Quand je t'écoute par rapport à des amis paysans qui fauchent dans des champs pour dénoncer la question de l'empoisonnement généralisé avec les pesticides ou les OGM, ils ont des victoires qui sont plus longues, plus difficiles. Là, quand tu parles de l'accès à la télé, du journal de 20h de France 2, etc., comme c'est quelque part un élément de fragilité d'être sur des médias de masse et de les perturber, comment dire, il y a une forme de pouvoir que vous avez de parasitage. Et donc, c'est pour ça qu'en rigolant, je disais, même si vous êtes qu'une dizaine, vous allez être des grands alliés pour qu'on réussisse. Donc concrètement, si on regarde le printemps qui arrive, ou l'hiver qui arrive, d'autant plus qu'avec ce Covid, et c'était une des questions des participants, ça rend plus compliqué cette rentrée sociale qui n'a pas lieu. Nous, on aurait été plusieurs milliers ce week-end à Die, on n'a pas pu le faire. Comment toi, tu vois concrètement le rôle des intermittents dans les batailles à venir? Je pense qu'hélas, les intermittents du spectacle tout de suite ne seront pas obligatoirement là parce qu'ils ont été couverts jusqu'au 31 août 2021. Parce qu'on a obtenu une victoire que les autres n'ont pas obtenue. Ceux qui sont là avec nous, c'est les intermittents de l'emploi. Les 2 millions de personnes qui ont été oubliées. Ceux qui n'ont pas bénéficié de chômage partiel, qui n'ont bénéficié d'aucune aide, et qui, parce qu'ils ne jouent pas du Racine ou parce qu'ils ne sont pas dans des films, eh bien, ne sont pas reconnus comme... du moins, on sait qu'ils ont travaillé intermittents, mais ils ne sont pas reconnus dans leurs droits. Et donc, eux, on a fait une différence entre moi, intermittent du spectacle très chic, et un intermittent de l'emploi qui a, par nature, le même travail discontinu de moi. Je rappelle que les annexes des intermittents du spectacle n'ont pas été créées au nom de la culture, mais au nom de la discontinuité de l'emploi. Donc, au nom de la discontinuité de l'emploi, leur discontinuité, on ne leur reconnaît pas pour prolonger leurs droits. Et c'est un scandale absolu. Et ceux-là, ils sont en lutte parce que ceux-là, là, ils sont tous en train de crever de faim. Et ils sont en lutte. Et je pense aussi que c'est pour ça que c'est aussi, à l'inverse, c'est aussi pour ça que je pense que la rentrée sociale n'a pas eu lieu. Parce que quand on est en train quand on a le couteau sous la gorge et qu'on pense à survivre, on pense d'abord à manger et pas à lutter. Je veux dire que c'est vraiment très, très, très compliqué, comme le dirigeait Virginia Woolf, c'est vraiment très, très compliqué de lutter quand on n'a plus rien. Ou alors, il faut vraiment plus avoir rien. Mais quand on a espoir de retrouver quelque chose, c'est comme ça que les chômeurs ne luttent pas
pour leur assurance chômage, mais ils luttent pour essayer de retrouver, de retrouver des petits emplois qui pourront leur permettre d'alimenter leur gamelle. Voilà. Et je voudrais simplement finir par une phrase. J'ai commencé par une citation. Et on terminera avec Vanessa. Oui. Parole aux femmes en dernier. Bien sûr, bien sûr. Une phrase que je tiens beaucoup à cœur pour rendre hommage à un grand bonhomme avec qui j'étais un compagnon de route, Jacques Ralite, qui était ministre de Mitterrand, communiste et grand allié de la culture et des intermittents du spectacle et du monde culturel. Et il aimait bien citer la phrase de Peggy. Et je vous la livre. Je n'aime pas les gens qui réclament la victoire et ne font rien pour l'obtenir. Je les trouve impolis. Et je trouve que cette phrase, ça rend hommage à tous les gens qui militent, que ce soit dans les partis, dans les syndicats, dans les associations, hors partis, hors syndicats, nous au CNNR. Et oui, on n'a pas à réclamer la victoire si on ne fait rien pour l'obtenir, sinon effectivement on est impoli. Alors ne soyons pas impolis et faisons tout pour obtenir la victoire. Voilà. Merci de ta politesse en tout cas, parce que tu te donnes beaucoup. Et donc Vanessa, voilà, dernier mot pour toi. Voilà, moi je pense que vraiment on n'aura pas de victoire sans combat et sans désobéissance. Ça c'est une vérité parce qu'ils ne se laisseront pas faire. Voilà. Après, on verra quelle forme on peut donner à ces désobéissances et à ces actions. On verra ça tous ensemble. Mais vraiment, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce qui est important. C'est que maintenant, il faut que nous, on se lève et qu'on regarde et qu'on se lève aussi pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Voilà, qu'on arrête de regarder son propre nombril et qu'on regarde bien tout autour et qu'on se serre enfin les coudes pour tout le monde. Voilà. Et là, dans les assemblées populaires qui vont se faire, il faut venir, il faut discuter, il faut apporter vos idées, il faut apporter votre cerveau, parce qu'on a tous un cerveau qui fonctionne, et il fonctionne vachement mieux quand on est nombreux. Et là, vraiment, c'est l'occasion de pouvoir écrire notre futur, en fait, la société dont on a envie. Et la vraie action, elle va être là aussi. Donc il faut vraiment être présent, il faut oser. Voilà, il faut oser venir. Il faut oser venir pour pouvoir construire ça. Voilà. Merci beaucoup donc Vanessa Merle de Poitiers, membre du conseil du CNNR. Merci donc Samuel Churin, porte-parole de la coordination des intermittents et des précaires et membre du conseil du CNNR. On va donc clore cette première table ronde sur l'urgence sociale et c'est que le début. Dit a été pensé comme une étincelle. Un petit livre est donc le 15 octobre en kiosque. Il s'intitule Ensemble, créons de nouveaux jours heureux. Et donc ce livre est une étincelle, invitation à ce que chacun s'organise sur son territoire, là où il vit, pour prendre en main son destin. Et puis voilà, de l'action et du bonheur dans l'action. Merci.